là, je vous fais une introduction pour ce qui va suivre. En fait, ce ne sera pas une vidéo, ça va être un résumé de partie audio. C'est la première vidéo que j'ai faite dans toute ma vie, là, avant Jasage de jeux de rôle. Ça a été uploadé, même pas sur YouTube. C'était un peu, c'est François Letarge de R30 qui m'avait encouragé de le faire, puis je l'ai fait. Fait que j'ai fait un résumé de campagne, je pense que ça dure à peu près 20-25 minutes. Puis, ben c'est ça, l'image était vraiment pas bonne. Là. Je filmais avec une caméra, une vraie caméra, là, pas un iPhone ou quelque chose comme ça. Fait que j'étais blanc avec la lumière, puis l'éclairage était pas très bon, la prise de vue était correcte, en tout cas. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste pris la piste audio et je vais la mettre à la suite de cette introduction-là. Donc, pour les 20 prochaines minutes, vous allez pouvoir écouter ma première aventure que j'ai créée pour la 4e édition. Ça s'appelait Le Trésor du Fluide. Bonne écoute. Fait que, comme première vidéo, j'ai décidé de vous parler d'une quête que j'ai commencée il y a longtemps. Malheureusement, on l'a pas fini. On s'est rendu au chapitre 12-13, sur 15 à peu près. Mais je trouvais que l'histoire que j'avais créée était vraiment bonne, puis je me suis dit je vais vous la raconter parce que c'était une belle campagne qu'on a eue. Fait que la campagne commençait, les joueurs se connaissaient, mais s'étaient perdus de vue depuis 5-6 ans. Puis ils ont tous reçu un message l'un l'autre, comme le joueur 1 demandait au joueur 2 de se rendre à telle auberge à telle journée, joueur 2 demandait au joueur 3, etc. Fait que les 5 joueurs se retrouvaient à l'auberge. Puis il y avait deux autres amis, un 6e qui était pas un joueur, qui était un NPC, qui lui demandait de tous se rejoindre à l'auberge. Fait que les joueurs se rendent à l'auberge, ils se rencontrent, ils discutent. Puis pendant le repas, il y a des bandits qui défoncent les fenêtres, les portes, puis qui se mettent à tuer tout le monde dans l'auberge. Fait que les joueurs, ils sauvent les clients, ils abattent les bandits. Puis après la bataille, ils se rendent compte qu'il y a une madame dans un coin qui est comme toute ensanglantée. Puis elle est comme... elle a l'air pas là totalement, tu sais. Fait que là, il y a un joueur qui va y parler, puis là, elle les pointe, puis elle lui dit que Peter, c'était... pas Peter, Retep. C'est Peter à l'enfant. Retep, les c'était un de leurs amis, puis il était supposé être là aujourd'hui, il est pas là, puis il est arrivé de quoi de mal, fait qu'il fallait qu'il le retrouve, mais il trouverait beaucoup plus que Retep et il perdrait beaucoup plus que Retep. Fait que les joueurs ils partent là-dessus, c'est à peu près tout ce qu'ils ont comme information. Puis là en même temps, ils ont vent qu'il y a les bandits, qu'il y avait une cache pas loin derrière une chute. Fait que les joueurs se rendent là, le chapitre 2 commence là, si je vais l'appeler derrière la chute. Les joueurs se rendent là, puis ils se rendent compte que ça fait un petit bout, mais qu'il y a des crutriques qui ont pris le repère des bandits, ils les ont tous tués, tous autres c'est des bébites, fait qu'ils s'en foutent, fait qu'ils ont laissé tous les trésors là, fait que les joueurs passent à travers tout le donjon, ils arrivent au bout puis ils trouvent un trésor avec le sceau du prince du royaume, qui s'appelle le prince Jocelyn Toupin-Badin. Ils sortent avec le coffre, à la sortie, ils arrivent dehors, puis le prince est là avec sa garde personnelle, puis il lui demande de remettre le coffre. Les joueurs, ils acceptent, c'est pas très long, mais il lui explique qu'il y a plusieurs coffres comme ça, puis qu'il y aurait besoin de tous les coffres, parce que dans un de ces coffres-là, la couronne du roi est dedans. Puis le roi, il est mort d'une cause naturelle, mais non pas naturelle, une tempête dans l'océan, puis c'est ça, le bateau a coulé. Les coffres sont tous tombés, ont flotté, se sont ramassés un peu partout sur les côtes. Ça a été pillé, volé par tout le monde, trouvé. Ça fait quand même, je dirais une trentaine d'années si c'est pas plus. Puis la couronne du roi était quelque part là-dedans. Le roi était parti parce qu'il voulait aller voir un nouveau monde que ses explorateurs avaient trouvé. Fait que là, les joueurs, ils acceptent la mission du prince d'aller chercher ces coffres-là. Fait que le prince lui donne un bracelet. Quand tu touches le coffre, ça ramène le coffre dans le trésor du prince. Puis lui, en échange, le jour de ses 18 ans, tous les coffres vont s'ouvrir. Fait qu'il va donner la moitié des richesses des coffres aux joueurs pour les remercier d'avoir fait la mission pour
pour lui. Fait que les joueurs acceptent, ils partent. Fait que là, ils s'en vont, puis ils apprennent qu'il y aurait des coffres dans une ancienne ruine, une ville en ruine au nord. Fait qu'ils partent vers le nord. En chemin, ils arrêtent à une auberge, dans la ville d'Octo, O-C-T-E-A-U, parce que la rivière a fait un genre de 8 à ce point-là, fait qu'il a fait ça Octo. Après ça, ils couchent là, puis durant la nuit, il y a des gens à corps qui attaquent les joueurs. Là, ils comprennent pas, puis ils trouvent que sur un des bandits, il y a une lettre qui explique que c'est des rebelles, dans le fond, qui veulent pas que la couronne retombe dans les mains du prince. Parce que la population, ils se disent que si le prince n'a même pas la couronne, pourquoi il aurait le droit d'avoir le trône? Fait que là, les rebelles, ils pourraient contester, tout ça. Fait que des gens de manigance politique, puis ils se disent que s'ils sont assez convaincants, ben, la population va les suivre, fait que ça pourrait mener le royaume à la guerre civile, à la limite. Fait que là, les joueurs, ils comprennent un peu que c'est quand même important de trouver cette couronne-là. Fait qu'ils continuent au nord. Ils arrivent, ça c'était le chapitre 3, ils arrivent au chapitre 4, qui est la ville, c'est East Boast. Parce que même si c'est au nord, elle était à l'est. C'était la ville la plus à l'est à ce moment-là de la création. Mais elle a été ruinée par une explosion magique qui a eu lieu il y a très longtemps. Puis là, les joueurs, il faut qu'ils trouvent où est-ce qu'il y a des coffres dans cette ville-là. Puis en se promenant, ils rencontrent des fantômes. Puis les fantômes lui disent OK, moi, où ce que je l'ai caché, c'était sur la rue où il y a beaucoup de monde qui passe. Fait que là, les joueurs, il fallait qu'ils comprennent qu'ils allaient sur la rue principale. Là, dans la rue principale, il y avait un autre fantôme. Fait que là, de plus en plus, les taux se resserraient. Puis il arrivait dans une maison avec le coffre. Dans le fond, c'était une série d'énigmes. Il n'y a pas eu de combat, ça a été juste du roleplay, des énigmes, puis de la discussion entre les joueurs. Ils ont bien aimé ça. Après ça, ils ont mis la main sur ces coffres-là. Après ça, ils sont partis vers une ville. C'est pas vraiment une ville, ça s'appelle le tunnel des deux nuits. Ça, c'est une place, une montagne. Peu importe le moyen de transport que tu prends, ça te prend 2 nuits de traverser. Que tu marches, que tu cours, que tu rentres, que tu roules dans une carriole, que tu ailles le cheval le plus vite de l'Empire, ça va te prendre 2 nuits de traverser le tunnel. Fait que là, ils arrivent là, puis il y a des nains, ils rencontrent des elfes qui leur disent encouragez pas les nains. Les joueurs ne comprennent pas trop, ils continuent, ils arrivent au tunnel. Là, les nains disent on peut vous transporter à travers le tunnel, ça va aller plus vite. T'sais. Fait que là, les joueurs ils hésitent, finalement, ils écoutent le conseil des elfes de pas encourager les nains. Dans le fond, il n'y avait rien de maléfique ou quoi que ce soit, c'était juste que les elfes veulent pas que les nains fassent de l'argent. Fait que là, les elfes, ils essaient de décourager les nains de rester là. C'est encore là, c'est une petite guerre de voisins. Les joueurs traversent le tunnel, ils arrivent à mi-chemin, puis à mi-chemin, il y a une auberge. C'est l'auberge de la deuxième nuit, puis tout le monde arrête là, parce que tu traverses le tunnel, ça prend 2 nuits de toute façon. Fait que le monde arrête là. Après ça, ils continuent, puis là, ils traversent un grand désert qui n'a pas vraiment de quoi de spécial. Il y a un oasis, mais l'oasis, il y a plein de cadavres autour. Fait que quand tu en buvais, ils ont considéré que tu mourrais, et effectivement, c'était un poison. Cet oasis-là était extrêmement empoisonné, fait que c'était pas bon de boire. Ils ont su pourquoi. Après ça, ils continuent. Ils arrivent de l'autre côté du désert, c'était Morteville. Morteville, qui est une ville qui est séparée en deux. D'un côté, tu as les vivants, puis de l'autre côté, tu as les morts. Mais les morts sont civilisés, qu'on pourrait dire. Puis la force policière, c'est les prêtres. Fait que tu as des ghouls, tu as des zombies, tu as des squelettes, mais ils parlent, ils agissent un peu normalement. Ils n'ont pas compris, mais la ville est... Il y a beaucoup de murs à l'intérieur de la ville, des murailles, puis beaucoup de tours, puis au bout de chaque tour, il y a des cristaux qui font... Ils ont supposé, dans le fond, ils n'ont pas totalement tort, que c'est ça qui faisait rendre les morts vivants intelligents à la limite. Puis le côté de Morteville, ben, le maire de la ville, c'était une liche, puis elle s'en cachait pas. Puis de l'autre côté, c'était un prêtre extrêmement puissant. Fait que là, les joueurs, ils rentrent, puis là, ils allaient là pour rencontrer Scandred. Scandred, c'est un paladin. Fait que là, ils sont contents de rencontrer un paladin, mais quand ils surveillent, c'est un squelette. Le paladin, c'est un mort vivant. Fait qu'il était pas sûr, puis il explique que lui, dans le fond, il était tellement pur que quand il a été tué dans une quête,
le méchant nécromancier a essayé de le ramener vivant pour s'en servir, mais il était tellement pur qu'il a resté, on va dire, loyal bon, même en mort. Fait que c'est devenu un squelette mort-vivant, paladin, loyal bon. Fait que lui a aidé pas mal les joueurs à se diriger dans Morteville. Ça a été quand même beaucoup de péripéties, on a beaucoup cherché parce que les joueurs, il y en a un qui cherchait à comprendre toute cette ville-là, il y en a un qui capotait parce que lui avait peur de tout ce qui était mort-vivant. Fait que lui, il voulait pas rester là. Fait que finalement, Scandred, il réussit à les expliquer que leur mission va être ailleurs. Dans le fond, c'est qu'une nuit, il y a un des joueurs qui a fait un rêve. Le rêve était qu'il était prisonnier jusqu'à la taille dans des pièces d'or. D'un côté de lui, il y avait un mur qui s'approchait, qui dégoûtait de ooze. Puis de l'autre côté, il y avait un mur qui s'approchait, plein de champignons. Puis là, il est en train de se faire écraser par ça. Puis il y a quelque chose qui est venu s'approcher avec un coffre au trésor. Il ne voyait pas dans son rêve c'était quoi. Puis la créature, elle a vidé tout le coffre au trésor dessus jusqu'à ce que ça y arrive à la gorge. Fait que là, il était coincé, puis il se faisait écraser. Puis là, mané, il a vu comme une lumière, puis tous les murs sont tombés, l'or, elle s'est comme toute déversée. Le joueur s'est réveillé en sursaut. Fait qu'il a raconté ça à Scandred. Scandred, il dit, ok, ben moi je connais une seule personne qui pourrait vous aider, puis elle s'appelle Guinevrièvre Corrival. C'est une élue des rêves. Les élus, je vais peut-être en parler dans une autre vidéo, c'est des personnages qui ont assez d'impact dans les quêtes, il y a des élus de n'importe quoi. Fait que les joueurs se rendent voir cet élu-là. Elle leur parle, justement, elle les explique c'est quoi le rêve un petit peu. Dans le fond, ils sont pris dans une guerre entre Ooze et Myconide. Si on y va old school, c'était le Mécanus, je crois. En tout cas, ouais, non, c'est le plan des abysses avec Zudgmoy et Juiblex, qui sont toujours en train de se battre. Mécanus, c'est autre chose. Qui sont toujours en train de se battre pour le layer je pense que c'est le layer 222 des abysses, là, je suis pas sûr. Là. Fait qu'en tout cas, ils sont pognés là-dedans, fait que là, ils disent quoi, il y a des rebelles, puis en plus, il y a ça, fait que là, les joueurs commencent à vraiment se rendre compte qu'ils sont petits dans cette histoire-là. Fait que là, ils vont voir Guinevrière, elle lui explique ça, puis elle lui dit, j'ai une de mes bonnes amies, elle s'appelle la boiteuse, elle a un temple, puis je sais qu'elle a caché les coffres là pour elle va vous les donner, ça ne devrait pas être trop compliqué. Fait que bien sûr, les joueurs y vont. Ils arrivent là, ils rencontrent la boiteuse. Elle, c'est la chef du Temple des Valeurs. Aucun rapport avec le village des Valeurs. Le Temple des Valeurs, c'est l'inverse des péchés capitaux. Tout le monde connaît les 7 péchés capitaux, mais très peu connaissent les valeurs comme la justice, la patience, la tempérance, chasteté, foi, prudence, courage, j'ai étudié. En tout cas, il y en a 7. Fait que les joueurs, il faut qu'ils traversent ça. Et encore là, c'est un temple que des énigmes. Fait que les joueurs, ils entraient 2 par 2 dans les pièces. Il y avait 7 ailes. C'était juste une pièce avec un coffre au bout, mais il y avait une épreuve à faire. Puis peu importe qui faisait l'épreuve, l'XP allait au groupe. Fait que tu choisis tes meilleurs éléments pour aller faire ça. La tempérance, exemple, tu avais à affronter, tu rentrais dans la pièce, tu avais un nain d'un côté avec de la bière, puis de l'autre bord un ogre avec du poulet. Là, les joueurs ils rentrent là, puis là le nain dit, il y en a un qui veut faire une compétition de beuverie, puis l'ogre il dit, il y a quelqu'un qui veut faire une compétition de gros mangeurs. Fait que les joueurs ils acceptent, puis le but de l'énigme, c'était pas de les battre, c'était d'arrêter avant de là la tempérance, de dire, gars, j'exagérerai pas, t'sais. Si tu ratais l'épreuve, là tu tombais au niveau inférieur, puis là c'était un péché en lien avec l'épreuve que tu as ratée. Fait que ça fait que tu n'avais pas l'XP, puis en plus tu avais souvent un combat où tu perdais des choses. Mettons, mettons si tu ratais la charité, tu tombais dans l'avarice, puis là, tu te faisais voler de l'argent, etc. Fait qu'en tout cas, les joueurs ont réussi à pogner, je pense que c'est 5 coffres sur 7 là-dedans. Après ça, ils sont sortis de là, ils sont retournés à Morteville. À Morteville, Scandred, il leur explique qu'il y a une immense montagne dans le royaume qui s'appelle la Dominante, parce qu'elle domine le champ de vision, peu importe où dans le royaume tu la vois. Puis il apprend que sous la Dominante, il y a un savant fou qui fait un laboratoire. Fait que les joueurs, il faut qu'ils se rendent là.
Fait qu'il arrive là, puis plus qu'il avance, ben, plus qu'il se réalise que c'est pas des humains, mais bien des myconides. Fait que là, c'est des myconides partout dans cette dominante-là, sous la dominante. Fait qu'il se rend jusqu'au bout, puis il rencontre le chef myconide qui, lui, a un ooze, puis il fait des expériences dessus. Fait que la ooze, elle souffre, puis... Fait que là, les joueurs, ils achèvent la ooze parce que c'est quand même... c'est neutre, à la limite, là. En tout cas, fait que là, ils réussissent à tout ramasser ce qu'ils ont ramassé là, ils ressortent, ils reviennent à Morteville, puis là, Scanved leur dit que le prince veut leur parler à Eclipse. Sauf que c'était comme une semaine de route de Morteville, mais il lui dit j'ai quelque chose pour vous, j'ai réussi à dealer la voie noire. La voie noire, ce que c'est des bracelets qu'ils vous donnent, puis t'en as un pour des villes précises. Le bracelet noir, c'est Morteville, le bracelet rouge, c'est Eclipse, le bracelet bleu, c'était Crépuscule bleu, il y avait une ville qui s'appelait comme ça. Fait que là, les joueurs peuvent emprunter cette voie noire-là. La voie noire, ce que ça fait, c'est quand tu rentres dedans, ben, tout devient noir et tu te ramasses à l'autre place. Sauf que tu n'as pas l'impression d'avoir voyagé, là, ça fait un effet assez bizarre. En fait, il y a beaucoup de monde qui sont malades quand ils sont là. C'est comme le neige le plus éprouvé que vous allez faire de votre vie, mettons, la voie noire. Là. Fait que là, il arrive à Eclipse, puis là, le prince, il les attendait là. Eclipse s'appelle Eclipse parce que la ville est au niveau du sol, mais au-dessus de la ville, le château flotte sur un immense rond de terre et de roches. Puis à midi, ben, le soleil est là, fait que toute la ville est à l'ombre à cause, ça fait un éclipse avec le château qui est immense d'ailleurs. C'est comme un peu une place que le prince peut aller se réfugier parce que c'est difficile d'accès, c'est bien protégé, etc. Fait que là, ils s'en vont là, ils parlent avec le prince Jocelyn. Là, il lui dit que son premier conseiller, il s'appelle Louis Deseaux, il est disparu. Fait qu'il faudrait qu'il le retrouve, mais il est dans la ville. Fait que les joueurs font des recherches dans la ville, là, ils réussissent à trouver qu'il y a des rebelles de cachés dans les égouts de Eclipse. Fait qu'ils descendent là, ils réussissent à le retrouver, ils sortent. À leur sortie, ils apprennent que pas loin de Morteville, il y a une ville qui existait il y a très longtemps, qui s'appelait Eldor, puis qu'ils essaient de reprendre la ville, mais qu'ils savent qu'il y a des rebelles qui essayent tout de suite de s'imposer dans cette ville-là. Fait que les joueurs sont appelés à y retourner. Fait que là, ils reprennent la voie noire vers Morteville. Ils font un petit ricochet, ils arrivent à Eldor. Eldor, il arrive sous la crypte, dans la crypte des Eldor. Cette crypte-là, elle n'a pas été ouverte depuis des milliers d'années. Fait qu'ils ne savent pas à quoi s'attendre, mais elle a été ouverte, c'est là pas longtemps, c'est ça le problème. Puis c'est des rebelles qui l'ont ouvert. Fait qu'ils ont commencé à s'installer eux autres dans cette crypte-là. Fait que les joueurs descendent dedans, c'est truffé de pièges. Fait qu'ils réussissent à tout passer ça, ils éliminent tous les rebelles qu'il y a là-dedans, puis la tête dirigeante de ce coin-là. Et en sortant, il y a un joueur qui remarque que dans un piège, un pit trap, il y a une porte secrète. Fait qu'ils descendent dans le trou, ils font attention, ils vont dans la porte secrète. Dans la porte secrète, ils rencontrent Edesius. Edesius, dans mon univers, c'est une des quatre personnes qui a créé la magie. Là, je ne raconte pas l'histoire de la magie, mais lui, il a créé tout ce qui est nécromancie, autant la bonne que la mauvaise nécromancie, c'est-à-dire réanimer les morts, mais aussi soigner les blessures, etc. Fait que lui, c'est ça. Fait que là, les joueurs peuvent discuter avec. Puis là, il leur offre soit des cadeaux ou un coffre. Ils ont pris le coffre parce que c'est le but de la game. Fait que là, ils sortent de là avec ça. Ils reviennent à Morteville. Puis là, Scanred, il a appris que les rebelles, dans le fond, ils viennent même pas du royaume. C'est des rebelles d'ailleurs qui sont en train d'essayer de rentrer dans le royaume puis de faire de la merde. Fait que là, il dit, je sais où ça, leur pied à terre est. C'est un ancien temple de Melora. Fait que les joueurs doivent se rendre là. Fait qu'ils s'en vont à cet ancien temple de Melora-là. Là, ils arrivent là, puis devant, il y a des centaines et des centaines de tentes. Fait qu'ils peuvent pas rentrer par la porte avant, c'est impossible. Fait
ils décident de longer la forêt. C'était un peu le but parce qu'il y avait Vision d'Octobre. Ça, c'est un sylvanien, un gros arbre dans le fond qui leur parle. Puis lui, ben, ses feuilles changent de couleur en fonction de ses émotions. Fait qu'il leur explique qu'il y a la voix du pénitent humide, si je me souviens bien. En tout cas, ils descendent. Puis normalement, il faut que tu descendes et que tu marches vite parce que quand la marée monte, ben, tu te fais ramasser. Fait qu'ils descendent, ils arrivent en bas, puis ils réalisent qu'en bas, il y a un petit port pour que les bateaux accostent, puis ils rentrent par la porte. Là. Fait qu'ils rentrent comme par la porte en arrière dans le sous-sol. Là, ils montent lentement, ils démolissent tout. Ils arrivent en plein milieu du temple, la pièce principale. Il y a une statue qui fait à peu près 50 pieds par 100 pieds. C'est une grosse statue de Melora qui est là. Puis là, entre-temps, j'ai un des joueurs qui est parti. Fait que j'en intègre un nouveau. Puis c'est un prêtre. Fait que lui, c'était un prêtre de Melora. Ça donnait bien. Fait que lui, c'était caché dans la statue. Dans la statue, il y avait des quartiers. Il pouvait se faire à manger un peu, dormir, se protéger, puis tu rentrais comme par les pieds de Melora. Les joueurs ont découvert ça, sont rentrés là, ils l'ont trouvé. Là, lui j'y avais expliqué, je l'avais briefé sur les voleurs, les rebelles, combien de temps ça faisait qu'ils étaient là. Fait qu'il a pu nous expliquer tout ça. Après ça, les joueurs sont sortis du temple après avoir éliminé tout, mais rendus au sommet, ils battent le chef de cette faction-là, qui s'appelait les Cormorans. Fait que là, il élimine le baron, je ne me souviens plus du nom, c'était autoproclamé baron, le chef de ça. Puis là, il y a un autre élu du destin, lui qui était enchaîné. Les élus du destin ne peuvent pas mentir. Fait que le baron, il se servait de l'élu pour lui poser des questions puis avoir les réponses. Mais l'élu, lui, dans sa tête, il savait que dans le destin, il serait sauvé par une main du royaume. Une main du royaume étant 5 joueurs qui l'ont libéré. Fait que là, lui a dit, gars, vous n'avez pas de temps à perdre, vous partez, puis vous sautez au bout du... Il y avait comme une galerie avec un genre de saut de la foi. Là. Fait que les joueurs, il fallait qu'ils sautent là. Ils sautaient, puis ils tombaient avec comme un espèce de featherfall. Ils tombaient sur un bateau qui s'en venait. Fait que là, les joueurs, après ça, il fallait qu'ils réussissent à se battre contre les rebelles sur le bateau, tout en changeant la trajectoire du bateau. Puis chaque fois qu'ils rataient, qu'ils ne réussissaient pas à changer la trajectoire, ben, il y avait d'autres rebelles qui sautaient du temple pour sauter sur le bateau. Fait il fallait vraiment qu'ils s'en aillent de là. T'sais. Fait qu'ils ont réussi à virer le bateau de bord avec quand même un peu de problème. Là, ils sont arrivés comme sur une autre île. C'est une île secrète qui est sur aucune carte, mais quand même petite l'île. Puis ça, c'est vraiment le point de départ des rebelles. Ils s'équipent là, ils se préparent, ils forment leur groupe, puis ils disent « Ok, toi, tu vas t'en aller à telle ville, tu vas faire telle chose. » Fait que les joueurs arrivent là, mais là, ils passent un peu semi-inaperçus, parce que c'est quand même une ville. Il n'y a pas juste des rebelles, mais disons que c'est peu recommandable comme ville. Fait que les joueurs arrivent là, se promènent un peu dans la ville, ils réussissent à apprendre qu'il y a une porte vers un autre monde quelque part dans une faille dans la ville. L'autre monde, c'est les abysses, mais ça les joueurs ne le savent pas à ce moment-là. Fait qu'ils se rendent que là, ils descendent. Malheureusement, c'est là que la quête s'est terminée, on a arrêté de jouer parce que plein de problèmes, job, etc. malheureusement. Mais j'avais quand même préparé ça, c'est triste parce qu'on était vraiment vers la fin. Donc les joueurs devaient descendre là, traverser tout ça et arriver comme à... C'était la crypte du premier roi. Celle-là est comme invisible. Tu as les 6 cryptes qui sont visibles. Puis une fois, je me souviens plus quand, tu avais un homme qui chantait, sa voix, ses ondes faisaient que tu pouvais voir la crypte invisible un peu floue. Fait que les joueurs, ils auraient ouvert cette porte-là, ils auraient parlé avec l'homme, je pense qu'il avait appelé Pierre Lassier. Là, lui, il leur aurait dit, vous avez, en termes de temps, ça serait 3600 rounds pour descendre là, éliminer la menace, puis ressortir. Fait que là, j'aurais calculé le nombre de rounds que les joueurs se battent, le nombre de joueurs qui cherchent, etc. Je sais pas si ça aurait marché. Effectivement, vraiment, ça restait une tentative.
Est-ce que 3600 ça aurait été trop? Ça aurait été pas assez? Je le sais pas, mais j'avais pas dit explicitement aux joueurs, vous avez 3600 rounds. Pierre vous avait dit, vous avez le temps, vous est compté. Puis là, j'aurais un peu calculé. À la limite, j'aurais changé mes chiffres. C'était pour leur donner comme un suspense, à savoir, ils n'ont pas le temps de niaiser là non plus. Ils peuvent pas dire, ah, on va relaxer, on va se reposer. Bon, les portes, on s'enferme. Fait que les joueurs, il fallait qu'ils fassent ça rapidement. C'était truffé de passages secrets. Fait qu'ils auraient cherché beaucoup de passages. Et éventuellement, ils auraient retrouvé là leur ami Retep Leros qui parle tout seul, qui est rendu complètement fou. Fait que il l'aurait sauvé. Puis là, lui, il leur a expliqué que c'était quoi un peu c'est que Retep avait compris la bataille qui se jouait entre les Ouzes de Juiblex puis les Myconides de Zudmoy. Fait que là, il était devenu fou à cause de cette histoire-là. Fait que là, les joueurs l'auraient ramené. Là, la quête, ça serait terminée comme ça. Ça aurait été une belle fin. Sauf que ça n'aurait pas duré longtemps, parce que les joueurs seraient revenus, il y aurait eu des festivités pendant quelques jours, puis il y aurait eu le banquet des héros pour fêter tout ça. Sauf qu'au banquet, toutes les personnes qui allaient manger des champignons deviendraient des champignons. Fait que là, il y aurait comme plein de myconides dans le château, dans la salle à manger, puis là, il y aurait un massacre au château. Les joueurs, fallait qu'ils se sauvent de ça. Dans la 4e édition, il y avait les Skill Challenge. Fait que les joueurs avaient fait une poursuite un peu Skill Challenge pour se sauver du château. Et une fois sortis, il aurait appris que la seule manière de sauver ça, c'est d'avoir l'aide de Juiblex. Fait que là, les joueurs, ils auraient dû aller chercher l'aide d'un démon pour pouvoir vaincre l'autre démon qui s'était infiltré sur la Terre. C'était pas mal ça le gros de l'histoire que je voulais faire, tu sais. Fait que j'étais un peu triste que ça s'est jamais rendu là, mais juste de l'avoir écrit, j'étais quand même content. Fait que c'est pas mal les grandes lignes de cette quête-là. J'espère que vous avez quand même trouvé l'histoire intéressante. C'était mon premier vidéo.